Dans Allons-y Franco, l'actualité vue par les médias francophones, que faut-il retenir de la visite de Donald Trump en Chine? Accueilli en grande pompe, un accueil chaleureux, mais un discours de fermeté de la part de Xi Jinping sur la question de Taïwan. Le rapport de force est-il en train de s'inverser entre les deux superpuissances? Xi Jinping est-il devenu plus fort que Donald Trump? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Bermann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Chine, au Royaume-Uni, en Russie et en Russie. Vous avez notamment écrit L'ours et le dragon aux éditions Taillandier. Merci d'être avec nous. Adeline Percept, on ne vous présente plus, journaliste de la RTBF. Merci d'être avec nous, les habitués. Frédéric Arnould, journaliste pour Radio-Canada et en visio depuis la Suisse. Michel Cherouti, notre correspondant. Alors, le président américain dit avoir conclu des accords commerciaux fantastiques pour les deux pays. On va écouter Donald Trump et on en parle juste après. Nous avons parlé du soja pour nos agriculteurs. Ils vont en cultiver beaucoup pour nos agriculteurs. Ils vont acheter beaucoup de nos produits agricoles, ce qui est formidable. Comme on dit, leur appétit est sans limite. Ils peuvent en acheter autant que quand on a autant de monde dont ils en ont besoin. Alors Sylvie Bermann, il y a eu des accords commerciaux. Xi Jinping, lui, dit que la visite fera date. Quand on les écoute, le bilan est plutôt positif pour tout le monde. Oui, en fait, même si sur les contrats, il n'y a rien de très précis pour le moment. Mais cette visite était historique quand même, parce qu'il n'y en avait pas eu depuis 9 ans, qu'il y avait beaucoup de tensions. Et je pense que c'est important, effectivement, qu'ils se rencontrent pour mettre à plat les différents problèmes. Bon, je pense qu'on reviendra sur Taïwan, sur les accords commerciaux. Je crois qu'il y a une petite déception sur Boeing, parce que les Américains en attendaient 500, on parle de 200. 200, c'est pas mal même déjà. Si, mais c'est pas mal, mais vous savez, moi je me souviens, quand j'étais à Pékin, on jugeait une visite d'un président français au nombre d'Airbus vendus. Bon, on a cessé de faire ça, et puis bon, il y a d'autres choses à traiter pendant une visite, mais il est venu avec une délégation d'hommes d'affaires très importante dans des domaines essentiels pour les États-Unis et pour la Chine, parce qu'il y avait bien sûr Nvidia, Boeing, tous les dirigeants également de la tech, et effectivement, il y avait un certain nombre de choses à discuter. Il y a l'affaire du soja, et il y avait déjà eu un accord sur le soja entre les États-Unis et la Chine avant le Covid. Et puis, bon, il y a eu un certain nombre de conflits. Et du coup, les Chinois ont plutôt acheté aux Brésiliens qu'aux Américains. Mais comme c'est l'électorat de Trump, c'est très important. Ouais. Frédéric Arnould, Donald Trump a aussi dit que la Chine allait acheter du pétrole. On a l'impression que la Chine, elle est un peu tournée vers la modernité, vers l'avenir, alors que Donald Trump, lui, il vit encore dans son ancien monde, celui des hydrocarbures, du gaz, du pétrole. Oui, ben c'est vrai que Donald Trump, bon, il y a toujours cette espèce de ligne pro-pétrole, pro-business, etc. Ici, là, en fait, il est arrivé en Chine un peu comme un homme un peu rabougri, avec beaucoup moins de prestance qu'avant. Je pense que ce qu'on a vu, c'est ces deux hommes qui sont quasiment à égalité en termes d'importance, avec même peut-être on va dire peut-être un talon de plus pour M. Jinping par rapport à Trump, parce que si on regarde le non-verbal dans cette fameuse rencontre, c'est que Trump est arrivé, il y avait personne, le président n'était pas là pour l'accueillir à la sortie sur le tarmac, il était là, il a même porté un verre d'alcool à ses lèvres pour faire honneur à M. Jinping, alors qu'il ne boit jamais d'alcool. Et puis surtout, on a cette image de Xi Jinping avec Donald Trump, où on voyait vraiment Xi Jinping qui était quasiment plus grand, en fait, sur une chaise qui lui donnait plus de prestance. Et donc, on voyait un homme qui était en position de faiblesse, qui est arrivé avec plein d'idées, plein d'hyperboles. On va faire du commerce comme on n'en a jamais fait avant, comme moi seul peux le faire. Et finalement, tout ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, l'Iran, le pétrole, tout ça, ça a comme jeté un peu en froid dans tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette rencontre historique, s'il en est, c'est un peu comme une montagne qui a accouché d'une souris en termes vraiment d'accord économique entre les deux pays, quoi. Adeline Percept, on parlait justement de ces images très fortes, un cérémonial impressionnant, un accueil grandiose. Est-ce que c'était pour flatter Donald Trump? On sait qu'il est sensible au faste. Ça a marché? Non, mais les Chinois sont habitués de ce genre de faste. Donald Trump, il arrivait, pour abonder dans votre sens, il arrivait quand même assez affaibli, d'une part parce qu'il est quand même englué avec ce satané ou ce fichu détroit d'Ormuz, comme dit Emmanuel Macron.
est quand même englué dans cette histoire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a quand même essayé de prendre l'ascendant sur les Chinois dès qu'il est arrivé au pouvoir en leur imposant 145% de droits de douane. Et ça n'a absolument pas marché parce que les Chinois ont sorti leur carte, l'embargo sur les terres rares. Donc il est arrivé dans une position où, au fond, il n'avait rien réussi auparavant avec les Chinois. Et je ne suis pas sûre que le FAST, au fond, puisse combler ce fossé qu'il y avait entre eux dès le début de la rencontre. Michel Cherouti, Frédéric Arnould parlait de la posture de Donald Trump. On n'a pas l'habitude de voir Donald Trump dans une posture très respectueuse. Dans son discours, il n'y a pas eu d'écart. On est loin des humiliations qu'il a l'habitude de faire subir aux dirigeants européens, par exemple. Mais je pense que c'est emblématique de la manière dont Donald Trump pratique la politique, c'est-à-dire qu'il est fort avec les faibles, et puis quand il a face à lui quelqu'un qui est au moins aussi fort que lui, il fait un tout petit peu plus attention, et on l'a vu dans son rapport lors de cette visite avec Xi Jinping. Il faut bien comprendre que voilà, les deux mastodontes qui se sont rencontrés, aujourd'hui on a tendance à lire certaines analyses qui disent que la Chine aurait peut-être pris un léger ascendant sur les États-Unis. D'autres analyses mettent en avant le fait que finalement on a assisté à quelque chose qui est de l'ordre du statu quo, et le fait que ce un statu quo serait déjà une avancée pour la Chine qui jusqu'alors était plutôt sous l'emprise des États-Unis. Et de ce côté-là, je crois que la Chine a joué de manière extrêmement intelligente parce qu'elle n'a pas provoqué, elle a accueilli Donald Trump avec les faces qui étaient nécessaires, et puis en même temps elle a été extrêmement ferme sur les dossiers qui lui paraissent importants. Taïwan en premier a effectivement accédé à certaines demandes, mais tout en restant vague. Et puis de son côté, Trump, lui, a gagné quelques points aussi. Donc on a l'impression que c'est une sorte d'équilibre, de match nul auquel on a assisté entre ces deux géants du monde et hommes politiques également. Et puis surtout, d'un point de vue diplomatique, j'ai envie de dire, on a assisté à une sorte de désescalade. Il y avait de véritables tensions aujourd'hui qui étaient dangereuses pour les marchés, pour l'économie. Et puis le fait qu'on réussisse finalement à discuter ensemble, à calmer le jeu. Il n'y a pas vraiment de gagnants, il n'y a pas vraiment de perdants, même si le fait que la Chine ne perde pas soit peut-être déjà une victoire pour elle. Sylvie Bermann, dans ce contexte de guerre en Iran, est-ce que Donald Trump est arrivé en position de faiblesse ? Il est arrivé en position de faiblesse en ce sens qu'il n'a pas obtenu les résultats qu'il souhaitait, c'est-à-dire qu'il n'a ni obtenu un accord sur le nucléaire, ni un changement de régime, et puis la conséquence, ça a été la fermeture du détroit d'Ormuz par les Iraniens, et c'est une situation un peu inextricable. Pour le moment, il n'y a pas de résultat. Donc c'est effectivement une position de faiblesse. Ce qui est intéressant, ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est que en fait, le véritable tournant dans la relation, c'est quand effectivement les Chinois ont refusé le diktat de Donald Trump sur les droits de douane, alors que les Européens s'étaient écrasés, alors qu'on est le premier bloc commercial au monde. Et c'est ça qui a changé la vision de Donald Trump et son véritable respect pour la Chine. Et on voit la différence en 9 ans. Parce qu'en 9 ans, en plus, la Chine est devenue la première dans certains domaines de la robotique, de l'intelligence artificielle, du calcul quantique, et il progresse sur la miniaturisation également des puces. Donc c'est ça aussi qui change le rapport de force, sans compter les terres rares qui sont, comme on l'a dit, un petit peu l'arme atomique. Et là, effectivement, c'est Donald Trump, la première armée du monde, s'est heurté à un pays affaibli, mais déterminé. La messe n'est pas dite, les choses peuvent évoluer, mais en tout cas, au moment où il est arrivé à Pékin, effectivement, il était dans une situation de vulnérabilité. Donald Trump qui est venu conclure des deals, mais qui a aussi demandé de l'aide à la Chine. Écoutez. Quiconque achète autant de pétrole à un pays a forcément une relation privilégiée avec celui-ci. Xi Jinping a dit « Si je peux être d'une quelconque utilité, je serais ravi d'apporter mon aide ». Il souhaite aussi que le détroit d'Ormuz soit rouvert. Il a dit que s'il pouvait aider, il serait ravi d'aider. Frédéric Arnould, c'est crédible ça que la Chine puisse aider les États-Unis à débloquer le détroit d'Ormuz ? Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait cette
offre d'aide, en fait? Sous quelle forme ça pourrait se faire? C'est un peu compliqué, ça peut se faire de façon diplomatique. Bon, on sait que l'Iran et la Chine ont quand même des liens importants, juste à propos du fameux pétrole. Puis tout ça embête beaucoup, en fait, Xi Jinping, hein, ce blocage d'Ormuz et cet entêtement de Donald Trump d'essayer d'écraser de plus en plus le régime iranien. Quelle offre il pourrait offrir? Je veux dire, il ne peut pas commencer à envoyer une flottille chinoise. C'est pas le style de la Chine de s'embarquer dans des opérations pseudo-militaires non plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'argent coule à flot, que tout le monde fasse de l'argent, qu'il y ait du commerce qui s'organise. Alors, après, il y a une posture à avoir devant les caméras au moment où les micros sont allumés. Mais après, ce qui se dit dans les coulisses, ça, c'est autre chose. Moi, je ne crois pas vraiment qu'il y aura un engagement ferme de Pékin à vouloir vraiment résoudre cette crise qui a quand même été créée, on va le dire aussi à la base, par un Donald Trump qui voulait tout à coup, sans aucune provocation, attaquer le régime iranien. Oui, d'autant qu'il y aura probablement une volonté de Pékin de ménager la chèvre et le chou dans la zone. Pékin n'a jamais joué à ce genre de jeu diplomatique, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est plutôt une diplomatie de l'arrière, si je puis dire. Et le business avec l'Iran était quand même assez symptomatique de ça aussi. Sylvie Bermann, la Chine n'a pas intérêt à ce que les États-Unis s'en sortent dans cette crise. Alors, l'Iran est un membre des BRICS+, comme on dit aujourd'hui, et ça, à la demande de la Chine depuis quelques années. Ce n'est pas un allié, mais c'est un partenaire stratégique. Alors, effectivement, 80% du pétrole iranien va vers la Chine, mais pour elle, ça représente à peu près 13% du pétrole importé. Mais comme ça a été dit, ce qu'elle veut, c'est qu'effectivement, tous les marchés soient ouverts, que tous les couloirs maritimes le soient. Donc elle souhaiterait en réalité une ouverture effectivement du détroit d'Ormuz. Mais comme les Iraniens ont joué assez subtilement en laissant passer 30 bateaux chinois hier, il y a moins d'urgence. Et puis la Chine n'est pas confrontée à l'augmentation des prix à la pompe, tout simplement parce qu'elle a des réserves, la Chine. Mais d'abord, les stocks stratégiques sont pleins, et puis ces voitures sont de plus en plus électriques. Michel Cherouti, je vous voyais réagir. Oui, je voulais dire, effectivement, d'un point de vue même politique global, la Chine n'a pas vraiment d'intérêt à aider les États-Unis parce que, d'abord, ça lui sert en termes de politique tout court, mais surtout, ce serait affaiblir sa position au sein du Sud global, au sein des BRICS. C'est-à-dire que si tout d'un coup, elle emboîtait le pas, ou elle disait « oui, on va vous donner un coup de main aux États-Unis », eh bien, ça la décrédibiliserait, je pense, dans la position qu'elle souhaite avoir par rapport au reste du monde, et notamment par rapport au Sud global, où aujourd'hui, eh bien, elle s'impose de plus en plus comme étant le leader de ce Sud global, le leader de ces BRICS. Donc non, je ne crois pas que la Chine va vouloir véritablement aider les États-Unis. Maintenant, encore une fois, dans le cadre de cette rencontre, on a arrondi les angles, on a essayé de montrer son meilleur côté, on a essayé de faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Et la Chine ne veut pas non plus complètement se mettre à dos les États-Unis pour des questions économiques, parce que c'est à la fois un débouché d'exportation pour les terres rares ou d'autres, c'est à la fois un marché d'importation notamment. On en parlera peut-être pour les fameuses puces électroniques. Voilà, on ne sait pas très bien ce qui va se passer pour l'instant. Les États-Unis ne souhaitent pas que la Chine accède à ces dernières puces électroniques. En même temps, les fabricants de puces électroniques, notamment militaires, aimeraient avoir ce marché comme débouché. Donc voilà, on est un petit peu en train, comme on le disait en plateau tout à l'heure, de ménager la chèvre et le chou à tout niveau, parce qu'il faut stabiliser les relations économiques, il faut maintenir sa position politique, il ne faut pas perdre la face, y compris pour les États-Unis. Et c'est ce à quoi j'ai l'impression on a assisté lors de cette rencontre. Alors, durant cette visite, il y a eu une autre question importante qui a été évoquée, celle de Taïwan. Derrière les sourires et la cordialité de la visite, il y a une fermeté affichée de la part de la Chine. Xi Jinping a averti qu'une mauvaise gestion de cette question pourrait mener à un conflit entre les deux pays, Sylvie Bermann. Oui, Taïwan, c'est un intérêt vital pour la Chine et c'est même le principal intérêt vital. Et elle le rappelle d'ailleurs à tous les pays. Moi, j'ai assisté à des visites présidentielles. Vous vous souvenez que la France a vendu un certain nombre d'armes, de frégates à Taïwan. On avait le même rappel à l'ordre. Alors, c'est encore plus fort pour les États-Unis parce que leurs ventes d'armes sont très importantes. Là, il y a un projet de 14 milliards qui a été gelé par Donald Trump en attendant la visite. Et la vérité, c'est que tout le monde a intérêt à un statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déclaration d'indépendance de Taïwan, pas d'invasion évidemment par la Chine et la liberté
circulation dans le détroit. Mais la Chine rappelle son intérêt avec plus de force aujourd'hui parce qu'il y a un président indépendantiste à Taïwan, même si l'Assemblée est en fait dominée toujours par le Kuomintang qui est plus pro-chinois. Mais il y a, pour eux, c'est le sujet essentiel, c'est l'héritage en fait de Mao et de tous les secrétaires généraux. Et Frédéric Arnoux, justement, sur cette question de Taïwan, au sein même du clan Trump, les avis sont divisés, notamment Marco Rubio qui est, lui, pro-Taïwan. Oui, effectivement, et Donald Trump a été interrogé par les journalistes à bord d'Air Force One après le départ, évidemment, de Pékin. Et on notait quand même une absence de fermeté quant à une défense assez claire de la souveraineté de Taïwan. Il disait, il y a juste moi qui connais la réponse, je ne vous la donnerai pas, ça ne vous regarde pas. Il reste qu'on est quand même assez loin des anciennes administrations américaines où on disait quand même, regarde, personne ne touchera à Taïwan. On sait, on vous laisse le concept de One China, d'accord, mais on ne laisserait probablement pas passer ce qui est arrivé en fait à Hong Kong, donc la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Là, on a quand même un pôle de développement de haute technologie très important en Taïwan. Et que Donald Trump se montre un peu, les puces notamment, que Donald Trump se montre un peu mou là-dessus, ça peut laisser vraiment aller à certaines réflexions un peu inquiétantes là-dessus, sur cette idée de défense de Taïwan de la part des Américains. Aline Percept, on l'a vu d'ailleurs, Donald Trump, il est resté silencieux. On lui a posé la question, on l'a vu il était avec Xi Jinping, on lui a posé la question sur Taïwan et il est resté de marbre, il n'a pas répondu. Alors dans l'avion, il a carrément dit « je n'ai pris d'engagement ni dans un sens ni dans l'autre », ce qui est en soi une énorme déflagration pour tous les voisins en Asie parce que on s'attend depuis un certain nombre de décennies à ce que les États-Unis défendent Taïwan. Donc c'est quand même ça a été perçu comme une espèce de changement stratégique et Marco Rubio, enfin moi c'est ma lecture, Marco Rubio a dû faire encore une fois... Non, Rubio, pour l'anecdote, qui a dû changer de nom pour pouvoir rentrer en Chine. Oui, il est venu faire le service après-vente et dire non, mais la position des États-Unis n'a pas changé sur Taïwan. Donc on voit qu'en effet, Donald Trump a essayé d'avoir une position neutre, mais en fait, une position neutre, c'est pas du tout neutre dans la région et tous les voisins, le Japon notamment, sont très très attentifs à cette question, évidemment. Michel Cherouti, est-ce qu'on peut penser à un deal quand dit Donald Trump, d'un côté vous nous aidez avec l'Iran et de l'autre on vous laisse tranquille avec Taïwan ? Écoutez, je ne sais pas. Alors, c'est une hypothèse. Effectivement, j'aurais de la peine à vous répondre. Ce qui m'apparaît plutôt, c'est que voilà, Donald Trump, en bon homme d'affaires, se soucie d'abord de ça, j'ai envie de dire. C'est d'abord l'aspect économique, et puis de savoir s'il est en position de force pour négocier ou pas. Et manifestement, voilà ce qui a changé, je pense, indépendamment de la position de Trump, avec les décennies qui ont passé, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Alors, les administrations américaines précédentes ont pu avoir un discours sur Taïwan qui était peut-être beaucoup plus marqué. Aujourd'hui, ce qui a, à mon sens, changé, c'est cela, c'est que les États-Unis ne peuvent plus tout à fait avoir ce discours-là, parce que s'ils entraient véritablement en conflit avec la Chine, d'un point de vue économique, ce serait catastrophique pour les États-Unis, pour la Chine, certainement, mais il semble que la Chine puisse faire le dos rond, on l'a vu avec les taxes douanières, ce serait catastrophique pour le monde entier, au niveau économique. Puis au niveau militaire, eh bien, la Chine, depuis quelques décennies, a eu le temps de s'armer, de devenir nettement plus performante. Donc je crois qu'on a assisté aujourd'hui à quelque chose de l'ordre, enfin il y a quelques jours, à quelque chose de l'ordre de la part de Donald Trump je sais pas, j'ai envie de dire d'une forme de lucidité. C'est-à-dire qu'on a pu taper le poing sur la table, nous, administration américaine, pendant des années. Aujourd'hui, peut-être qu'on le peut plus tout à fait. Et Marco Rubio vient finalement un petit peu ramasser les pots cassés derrière pour dire non, mais attendez, on n'a pas changé d'avis. Mais en même temps, la réalité fait qu'aujourd'hui, effectivement, les rapports de force économiques et militaires ne sont plus ceux qu'ils étaient il y a 15 ans ou 20 ans en arrière. Sylvie Berman, on est dans la réelle politique. Il veut mieux être partenaire que rivaux. Ce sont les mots d'ailleurs de Xi Jinping dans son discours. Oui, il a d'ailleurs évoqué ce qui est intéressant, le piège de Thucydide. Oui. Jusque-là, c'était un politologue américain, Graham Allison, qui avait écrit ce livre qui est très intéressant en comparant Washington à Sparte et Pékin à Athènes, en disant que Sparte, ayant eu peur de la puissance montante, finalement avait déclenché une guerre que tous avaient perdue d'ailleurs, la guerre du Péloponnèse,
Et là, il dit il ne faut pas qu'on entre dans la confrontation et il y a une coopération possible. Et je me souviens de ce que disait Kissinger, qu'il valait mieux cette coopération stratégique qu'effectivement une confrontation. Et Donald Trump en est bien conscient parce qu'il a pris conscience de la puissance chinoise. D'abord, ses généraux le disent, en particulier sur la dimension maritime. Il y a 10 ans, la Chine n'avait rien. Et là, maintenant, trois porte-avions. Le premier n'avait pas de catapulte. Après, les États-Unis restent toujours la première puissance militaire. La première puissance militaire, incontestablement. Bon, 1000 ou 1500 demandés par Donald Trump, milliards de dollars contre 350. Mais ce qui est intéressant, c'est la montée en puissance de la Chine, dont on dit que tous les 3 ans, elle construit l'équivalent de la marine française. Justement, Frédéric Arnault, sur cette puissance chinoise, pendant longtemps, on disait que les États-Unis innovaient et que les Chinois copiaient. Cette époque, elle est terminée, non ? Ben oui, pas mal. Je pense qu'au niveau de l'innovation, la Chine est quand même pas mal rendue. Et quand on voit Donald Trump qui s'est vraiment désengagé de certains secteurs de fine technologie, d'intelligence artificielle aussi, on voit quand même que la Chine a pris vraiment le dessus là-dessus. Et il n'est peut-être pas tombé dans le piège de Thucydide, Donald Trump, il est peut-être tombé dans le piège de Xi Jinping, parce que quand il dit, dans le fond, on est deux puissances quasiment égales, ça, c'est venu chercher, en fait, Donald Trump, parce que c'est comme si on disait, les États-Unis sont dans une phase de déclin déjà. Évidemment, il est tombé dans le piège, il était provoqué, il était sur son réseau social, Truth Social, en disant, non, oui, c'est vrai, on était dans le déclin il y a 2 ans, parce que c'était sous Biden, etc. La faute était à Biden, mais maintenant, on est la meilleure nation dans le monde. Vraiment, le faste est revenu pour les États-Unis. Donc là-dessus, M. Xi Jinping a vraiment gratté le bobo et ça fait réagir évidemment Donald Trump qui est très émotif. Adaline Percept, est-ce qu'on entre maintenant dans un monde partagé entre Washington et Pékin ? Mais moi, j'avais envie justement de parler de l'Europe dans tout ça. J'ai regardé les derniers chiffres des échanges commerciaux. L'Europe, elle regarde finalement. Abyssal, enfin, c'est-à-dire que là, on vend, les Européens vendent pour 200 milliards de dollars en Chine, quand les Chinois nous vendent pour 560 milliards de dollars. Donc quand on entend les diplomates européens et notamment français, ce qui coince, c'est en fait souvent l'Allemagne, qui refuse tout type de protection vis-à-vis de l'inondation, si vous voulez, des produits chinois, et notamment le lobby de l'automobile allemande. Donc il y a une vraie question à se poser aussi sur la gouvernance de l'Union européenne et sur comment on se sort de ces guerres commerciales avec des atermoiements, avec des pour, des contre, etc. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Très belle suite des programmes sur TV5 Monde.